joueur, fer de lance, Jonathan Pietroipa. Donc, vous savez, quand vous vous sentez frustré, vous vous sentez dans l'injustice, vous avez envie de prouver que malgré l'adversité, malgré les choix qui ne disent pas leur nom, il faut se battre. Et cette finale, malgré Douaneau, il faut toujours y croire. Le scénario est extraordinaire. Du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que les étalons ont éliminé des clients assez sérieux à la consécration continentale. Donc je pense, moi mon souci, ils n'ont qu'à savoir récupérer. S'ils ont la fraîcheur physique, il n'y a pas de blessés, je pense qu'on peut monter sur le premier match. Sans Jonathan Pietroipa, sans Alain Traoré, c'est quand même deux... Non, l'équipe vivra sans l'équipe doit vivre sans Jonathan, sans Alain Traoré. Oui. Sans Alain, on allait en demi-finale, en finale. Je pense que tous les étalons, tous ceux qui seront choisis pour monter sur la pelouse de Johannesburg ce dimanche sont des garçons qui sont gonflés à bloc. Ils sont en mission et chacun doit mouiller, comme vous le dites, dans tous les sens le maillot. Le maillot. Ouais. Ok. Alors, on va leur souhaiter quoi alors? Tout le peuple burkinabé est derrière son équipe. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces garçons-là? On peut leur souhaiter de rester eux-mêmes. De rester eux-mêmes, de ne pas dire que c'est déjà fait. Je crois qu'il faut un retour au calme et se remobiliser pour ce trophée. Oui, ce trophée on mérite bien. Je pense que les étalons méritent bien. On le mérite. Le Burkina Faso mérite bien ce trophée. On le mérite bien. Merci Victorien pour cette réaction à chaud. Merci bien. Bon vent aux étalons. Ouais. Et à dimanche sur ce plateau. À dimanche, nous serons là. Merci. Aujourd'hui, mercredi, suite de ce journal donc, aujourd'hui, mercredi, le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres. En entendant la lecture de l'intégralité du compte-rendu, voici quelques dossiers qui ont été examinés au cours de la séance d'aujourd'hui. Au nombre des rapports soumis au Conseil, le rapport relatif au projet de migration internationale pour le développement en Afrique, celui relatif à l'appel d'offres pour la gestion des péages de l'axe Ouagabougou et enfin le rapport relatif aux résultats définitifs de la campagne agricole. Les ministres concernés se sont exprimés à l'issue du Conseil des ministres. Le point avec Nathalie Kaouri. La deuxième phase du projet Migration internationale pour le développement de l'Afrique MIDA, adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi, est un projet conçu par le Burkina Faso en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations OIM. Avec ce projet, il s'agit de prendre en considération l'expertise et la compétence de la diaspora burkinabé pour booster le développement du pays. Aujourd'hui, nous avons examiné le rapport sur la relance de la deuxième phase, qui va consister à mettre en corrélation les informations que nous avons reçues sur notre diaspora, l'expertise et les compétences dont bénéficie notre diaspora, pour voir dans quelle mesure on peut mobiliser toutes ces compétences-là pour développer, les amener à booster en tout cas le développement du Burkina Faso. Donc c'est essentiellement ça, faire en sorte que la diaspora burkinabé que nous avons puisse contribuer réellement et de manière très efficace au développement de notre pays. Au chapitre économie et finances, ce sont les résultats du déploiement de l'appel d'offres lancé en août 2012 et relatif à la gestion des postes de péage sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et ses embranchements qui ont été soumis au Conseil des ministres. Cet appel d'offres a été lancé pour remédier aux questions liées surtout au recouvrement des recettes. Donc, il y a eu un concessionnaire qui a été retenu et le Conseil a marqué son accord. Un autre rapport relatif aux résultats définitifs de la campagne agricole 2012-2013 a été présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Le ministre en charge de la sécurité alimentaire estime que cette campagne s'est achevée sous de bons auspices. On a enregistré une production céréalière, j'allais dire, très importante, d'environ 4,9 millions. Et cette production est en hausse d'environ 33% par rapport à la campagne dernière, ce qui est important, et presque d'autant par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce qui fait que on a pu enregistrer un bilan céréalier, c'est-à-dire la comparaison entre les besoins et le disponible,
un bilan céréalier d'environ 900 000 tonnes. Ce qui est très important pour permettre de reconstituer les stocks paysans qui ont été largement touchés lors de la campagne déficitaire 2011-2012. Donc, ce qui fait également que la situation alimentaire dans l'ensemble est tout à fait satisfaisante. Malgré cette situation satisfaisante dans l'ensemble, il est à noter que 19 communes du Burkina Faso ont été touchées par des poches de sécheresse et par conséquent ont connu une baisse de leur production agricole. Et face à la hausse de prix de certains produits céréaliers, des dispositions devront être prises pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Lorsqu'on observe la tendance des prix des produits céréaliers actuellement, il y a une légère hausse, ce qui fait que le Conseil nous a instruit de maintenir nos dispositifs de suivi en veille pour pouvoir réagir à chaque fois que nous notons des hausses de prix très importantes qui puissent compromettre vraiment la situation alimentaire des ménages, surtout les plus vulnérables. Parmi les communications orales faites au Conseil sur des événements et des projets, on note une sur la tenue du 23e FESPACO et une autre sur le projet e-Conseil des ministres faite par les deux ministres en charge de ces départements. Et le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, lui, a naturellement fait une communication orale sur l'événement malheureux survenu au groupe scolaire Saint-Viateur. Nathalie Kaouri. La 23e édition du FESPACO a fait l'objet d'une communication orale de la part du ministre de la Culture et du Tourisme. Au terme de la vaste campagne médiatique menée par les responsables du FESPACO, seulement quelques détails restent à parfaire et l'édition devra ouvrir ses portes à la date prévue. Les équipes ont fait le tour au Gabon. Il y a eu une conférence aussi en Belgique, une conférence en France et récemment une conférence au niveau du Maroc. Du point de vue mobilisation des ressources financières, l'ensemble des partenaires du festival ont confirmé leur engagement. Il nous reste à les mobiliser et je pense que ce sera chose faite dans les tout prochains jours. Vous savez également qu'il y a déjà un pré-programme général qui a été établi, notamment en ce qui concerne le déroulement des principales activités, notamment les projections cinématographiques, les animations culturelles, les colloques, les rencontres professionnelles. Tout cela est déjà calé, comme on le dit dans le jargon. Le comité national d'organisation travaille d'arrache-pied pour, s'attaquer aux petits détails organisationnels et nous sommes en tout cas sereins que cette 23e édition s'ouvrira comme prévu le 23 février prochain. La plateforme e-Conseil des ministres a aussi été l'objet d'une communication orale faite par le ministre du Développement numérique et des Postes. Avec cette cyberstratégie, le gouvernement devra aboutir à un conseil de ministres sans papier avec toutes les conditions sécuritaires réunies. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'aspects au niveau technologique, au niveau matériel, au niveau de la formation pour permettre en sorte que depuis la secrétaire particulière, les conseillers du ministre, ses directeurs de cabinet, jusqu'au ministre, qu'on puisse dématérialiser, autrement dit l'absence de tout papier. Et bien entendu, le système sera très sécurisé. Un certain nombre d'ordinateurs limités pourront avoir accès au e-Conseil des ministres. Le ministre lui-même aura deux cadenas, deux clés à mettre en œuvre, dont une clé, du genre biométrique. Donc voilà le projet que nous avons et nous pensons que la mise en production sera terminée pour la fin du mois d'avril avec la formation des ministres, parce qu'il faut les former pour qu'ils puissent naturellement maîtriser tout ça. La violence dans les établissements scolaires et précisément l'incident malheureux ayant entraîné la mort d'un élève au lycée Saint-Viateur de Ouagadougou a été évoqué lors du conseil de ministres de ce 6 février. Sur cette situation, le conseil a décidé d'agir avec fermeté. Le conseil a fermement condamné effectivement cela. Le conseil a souhaité que des enquêtes et une procédure judiciaire effectivement soient menées et que les acteurs soient véritablement punis. Et il me semble que dorénavant, il faut vraiment que toutes ces formes d'exaction qui se font dans ce type d'espace, que la loi puisse effectivement être dite.
En attendant que la loi soit dite, le premier responsable du département des enseignements secondaires et supérieurs invite les élèves et l'ensemble de la population à maintenir leur calme et à faire confiance à la justice qui a déjà commencé son travail sur cette affaire. Nous avons quelques éléments concernant l'enquête qui se passe, mais comme c'est une enquête indépendante, il est bon que nous n'en parlions pas avant. Alors les gens n'ont qu'à faire confiance parce que la justice est en train de faire son travail et au moment opportun, des gens seront informés de qu'est-ce qu'il en est effectivement, parce qu'il est un peu... Il faut qu'on arrive à dire que plus jamais ça. Lors de ce conseil de ministres et selon le professeur Moussa Ouattara, son ministère a été encouragé à mener des actions de sensibilisation à l'endroit des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et de l'ensemble du corps éducatif sur la non-violence dans les établissements scolaires. Voilà, vous aurez l'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres à l'issue de ce journal. Nous sommes toujours avec Victorien pour le commentaire sur le match qui s'achève là, le match qui qualifie les étalons à la finale de la CAN 2013. Nous parlions tantôt, Victorien, de l'arbitrage qui n'était pas à la hauteur, avec des buts refusés, avec des cartons qui ont été attribués, dont le carton rouge de Jonathan Pitroapa. Oui, il semble qu'il y a une évolution. Voilà, selon en tout cas une information de dernière minute et en provenant de Nelspruit, le ministre des Sports et des Loisirs, le président de la Fédération burkinabé de football, présent à Nelspruit, ont immédiatement en tout cas touché la CAF, notamment le président, et il se pourrait que la commission de litige de la CAF, après visionnage de ce match, décide de lever ce carton assassin que cet arbitre a flanqué à Jonathan Pitroapa. Donc c'est affaire à suivre. Affaire à suivre. J'imagine qu'on aura des confirmations parce que ça, on doit prendre ça au conditionnel. Voilà, vous savez, la CAF aussi, c'est la CAF maintenant qui va décider. Et dès que l'information tombe, je crois que on se fera en tout cas l'obligation de la porter à la connaissance du public et surtout de Jonathan pour qu'il continue de préparer ce coup de force qui se prépare à Johannesburg maintenant. Merci Victorien. Voilà. Merci. Bonjour. Suite de ce journal, carnet d'audience du chef du gouvernement. À présent, le Premier ministre a reçu cet après-midi la visite du chef de file des partenaires techniques et financiers du cadre sectoriel de dialogue. Les échanges entre Aboubakry Tal et Luc Adolphe Thiaw ont porté sur la possibilité d'accélérer l'opérationnalisation de la politique de protection sociale. Écoutons Aboubakry Tal à sa sortie d'audience au micro de Oumou Sissé. L'objet de la visite est double. C'est d'abord une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Après son discours de politique générale. Et dans un deuxième temps, je suis venu en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers en ce qui concerne la protection sociale. Sur ce plan-là, nous avons discuté des voies et moyens d'accélérer l'opérationnalisation de cette politique et nous avons reçu des assurances de son Excellence que ce processus est en cours et qu'incessamment on pourra travailler ensemble sur la mise en place des plans d'action et des stratégies à même de traduire cette politique en réalité concrète dans les programmes du pays. La politique de protection sociale a été approuvée l'année dernière en septembre 2012 et ceci a permis de créer dans le cadre des cadres sectoriels de dialogue un groupe entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement pour accompagner et fournir un cadre de concertation en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique sociale, de la politique de protection sociale. C'est ce cadre de dialogue que nous représentons qui va œuvrer aux côtés du gouvernement pour accompagner le processus de mise en œuvre de cette politique-là.
Aujourd'hui, 6 février, la communauté internationale célèbre la lutte contre la pratique de l'excision. Les femmes de Ouagadougou, elles, ont choisi le sport pour manifester leur engagement dans ce combat contre les mutilations génitales féminines. Elles ont enfourché leur vélo pour le coup de pédale contre la pratique de l'excision, une course cycliste organisée sous l'égide du secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision. Sylvestre Da a suivi l'événement pour nous. Ces femmes sont issues de différentes associations féminines de Ouagadougou. Au top de départ donné par le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et la secrétaire permanente de lutte contre la pratique de l'excision, elles étaient 50 à prendre part à cette course cycliste dénommée Coup de pédale contre la pratique de l'excision. La manifestation est à sa 3e édition, organisée le 6 février de chaque année, en commémoration de la Journée internationale contre la pratique de l'excision. Au vu de la mobilisation de la population, puisque c'est l'un des objectifs, nous voyons qu'au fil des années, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour suivre et nous profitons de passer des messages et même les t-shirts que vous avez vus, les femmes portent et qu'on a distribués dans la foule, c'est pour transmettre des messages. Donc de plus en plus, nous pensons que nous atteignons un nombre plus croissant de la population. Nous sommes à la 3e édition et nous sentons que nous progressons. Nous allons arriver à mettre l'excision dehors. Nous pensons pouvoir le faire. À cette édition, les femmes avaient un circuit de 2 km à parcourir 4 fois. Échappée solitaire depuis le premier tour, Bintou Tendebego met le monde d'accord à la ligne d'arrivée. Temps mis, 17 minutes. Les 3 premières ont reçu chacune un vélo et toutes les participantes ont reçu des prix allant de 5 000 francs à 15 000 francs CFA. Mais au-delà des récompenses, c'est avant tout une contribution à l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Moi, étant une femme, vraiment, je trouve qu'il faudra beaucoup lutter. Parce que de nos jours, malgré les efforts qu'on fournit, on continue de pratiquer ça en cachette. Donc, je crois que nous tous, on doit se donner les mains entre femmes, les mains les autres, pour que on continue, pour que la lutte continue, quoi. Le taux de prévalence de l'excision au Burkina est passé de 15% en 2006 à 13% en 2010. C'est dire donc que la vigilance doit être de rigueur. Au-delà des femmes, c'est toute la population, les décideurs ainsi que les organisations de la société civile qui sont appelées à intensifier les actions visant à éliminer ces pratiques de par le monde. À Kaya, des acteurs de l'éducation ont ouvert le débat de ce matin donc autour des actions de développement du système éducatif national. Il s'agit d'une concertation qui va permettre aux responsables de la formation pédagogique de faire le point de leurs préoccupations en vue d'une meilleure coordination des futures actions. Symphorien Samda. La déconcentration de l'encadrement pédagogique au ministère des enseignements secondaires et supérieurs est effective depuis 2003. Elle rapproche les enseignants des encadreurs. Dès lors, les concertations et les réflexions sont devenues une nécessité. C'est dans ce contexte que le présent atelier fait suite à celui tenu à Bobo-Dioulasso en février 2012 sur l'évaluation des apprentissages. Il sera question principalement de concevoir un canevas de rapport de l'intervention des encadreurs au cours des examens. Les examens sont supervisés par les encadreurs pédagogiques pour permettre qu'il y ait de l'équité au niveau de tous les candidats. Ensuite, il y a l'OSECOS et l'Office du baccalauréat qui vont intervenir, qui vont dire quelles sont les préoccupations en ce qui concerne effectivement l'encadrement des examens par les inspecteurs. Il y a certainement des problèmes, il va falloir discuter pour en tout cas améliorer l'intervention de ces inspecteurs dans les examens, que ce soit le bac ou le BPC, les CAP. Au cours de cet atelier de 72 heures à Kaya, les participants auront des travaux en atelier qui vont porter sur le canevas de rapport de supervision, la transformation des Olympiades en Journée nationale de l'excellence et les stratégies à adopter pour une meilleure collaboration entre Direction générale des inspections et Direction régionale du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui devra bientôt disposer de documents de référence sur la formation initiale et continue des enseignants et encadreurs pédagogiques. Les documents résultats d'une étude sont en cours de validation à Ouagadougou. Des précisions avec Claudine Bikaba.
Les acteurs de l'éducation sont réunis à Koudougou pour évaluer et apprécier les documents de l'étude sur la formation initiale continue des enseignants et encadreurs pédagogiques du Burkina. Une étude qui avait permis d'élaborer 4 documents portant sur la politique de la formation initiale continue, sur le plan de formation et les contenus de programme, ainsi que sur la stratégie de formation continue. Ce sont ces documents qui vont être soumis à validation à cet atelier. Pour nous, c'est la phase un peu de révision de ce nouveau curricula que nous sommes en train vraiment d'élaborer, qui devrait pouvoir prendre en charge les nouveaux enjeux et les nouveaux défis du contexte de l'éducation à la fois au niveau national mais aussi au niveau sous-régional. Et quand je parle de défis, c'est par exemple l'introduction de l'anglais comme langue, qui devrait pouvoir être enseignée au niveau de l'éducation de base. C'est aussi tout ce qui concerne par exemple les valeurs de citoyenneté qu'il faut absolument pouvoir intégrer déjà dans la formation initiale des enseignants et des enseignantes, mais c'est tout ce qui concerne l'éthique. Parce que vous savez, il faut aussi que nos enseignants et nos enseignantes soient capables de s'ouvrir vers l'extérieur. Il s'agira pour ces participants de s'approprier le contenu de ces documents, de proposer des amendements susceptibles de les améliorer du point de vue du fond, de la forme et de la cohérence, mais aussi de les valider pour qu'ils deviennent des documents de référence pour le MENA. A lieu à Koudougou dans le Boultiemde où le village de Ralo justement accueille fièrement sa toute nouvelle école, fruit de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. On estime à environ 5 milliards de francs CFA investis par le pays du soleil levant au Burkina dans la construction des infrastructures scolaires. L'école de Ralo a été inaugurée hier par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso. Claudine Bikaba a suivi l'événement. Pour faire de l'éducation pour tous une réalité au Burkina à l'horizon de 2020, l'État burkinabé s'est engagé avec ses partenaires pour réussir le pari, parmi lesquels le Japon a accordé un don d'environ 5 milliards de francs CFA en avril 2009. Cette somme aurait permis de financer la réalisation de 62 logements de maîtres, 79 latrines, 17 forages et 237 salles de classe, dont l'école de Ralo qui vient d'être inaugurée. C'est vraiment le lieu de reconnaître la pertinence de cette coopération dans le domaine de l'éducation. Mais au-delà de l'accès, c'est-à-dire la mise à disposition des infrastructures, c'est aussi la dimension qualité. Ils ont des programmes, par exemple, qui permettent à des enseignants et des enseignantes de développer des capacités, de développer des compétences dans le domaine de la science et de la technologie. Et ça, c'est vraiment important. Mais au-delà aussi des programmes qui permettent de mobiliser la communauté éducative. Et ça, c'est par exemple les associations des parents d'élèves, mais c'est aussi les élus au niveau local et les organisations de la société civile qui font une sorte un peu de synergie d'action autour de l'école et autour du système éducatif. Mais ensuite, c'est aussi tout le travail, par exemple, de la construction et de la mise à disposition des ENEP, qui sont des espaces de formation des enseignants et des enseignantes du Burkina. L'ambassadeur du Japon au Burkina, dont le mandat s'achève, justifie le soutien de son pays. La capacité humaine, ressources humaines, c'est très important pour la construction d'un pays. Et donc, ça correspond aussi à l'objectif des millénaires de développement durable. Et aussi, ça correspond aussi de l'action de Yokohama, de la TICAD 4. Donc le gouvernement du Japon a mis l'accent sur l'éducation de base. Cette offre éducative réjouit le maire de la commune de Poix. Des cadeaux ont été remis à l'ambassadeur et à son conseiller technique pour les remercier de leurs efforts pour accompagner le Burkina dans son option à renforcer les ressources humaines. Quant à la coopération, elle se renforce puisque le Japon a accordé 7 milliards de plus à l'État pour relever les défis de l'éducation au Burkina.
Une mission d'experts américains sur les questions nucléaires conduite par le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires séjourne en ce moment à Ouagadougou. Objectif de cette mission, étudier la possibilité de l'installation d'une station de mesure de signal résiduel de gaz rare au CNRST. Et pour ce faire, une idée sur la faisabilité du projet, le docteur Lassina Zerbo et son équipe ont effectué une visite de terrain qui s'est achevée par une rencontre avec la presse. Yolande Lompou. Les calculs de modélisation ont montré qu'on avait un trou au niveau de la zone ouest africaine. Aussi, le Burkina Faso a été choisi par l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS) pour abriter une campagne de mesure des radioéléments résiduels de gaz rares au sein du CNRST pour une période de 6 mois à 1 an. L'objectif étant de capter toutes les manifestations radioactives, que ce soit d'origine endogène ou venant de l'extérieur. À cet effet, une mission d'inspection d'experts américains et allemands séjourne depuis le 2 février 2013 au Burkina Faso et est conduite par le premier responsable de l'OTIS en la personne du docteur Lassina Zerbo. À jour J-1 de la fin de sa mission, la délégation a animé un point de presse dans l'après-midi d'hier afin d'expliquer aux hommes de médias les tenants et aboutissants de l'implantation de cette station mobile qui leur permettra d'affiner leurs calculs de modèle. Et le fait d'implanter ce laboratoire entièrement financé par l'OTIS va permettre au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation de former des jeunes scientifiques à la mesure des manifestations de la radioactivité, endogène ou exogène, pour qu'ils soient capables de piloter ce laboratoire et de détecter toutes les manifestations radioactives à travers notamment un certain nombre de gaz qui sont transportés par l'atmosphère et qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Il est à noter que l'engagement pris par le Burkina Faso auprès de l'OTIS ne l'empêche pas d'utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire. À ce titre, il s'en sert déjà à l'hôpital Yalgado dans le domaine de la radiothérapie et au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers l'utilisation d'appareils qui émettent des radiations pour lutter contre les insectes ravageurs et ceux qui transmettent des maladies. Le projet, qui pourrait être réalisé à partir d'avril 2013, est conjointement piloté par le CNRST, le Pacific North National Laboratory et l'OTIS. Toute autre chose, à présent, les fidèles musulmans de Dablo ont célébré la nuit du 13 février la fête du Mouloud. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed a été une occasion pour le cheikh Alidou Sana d'appeler les musulmans à l'union et à la cohésion. Nyarkiteda. Une nuit pas comme les autres à Dablo. Ce 3 février 2013 a connu une ambiance particulière. La célébration du Mawlud en est la raison. Et ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont fait le déplacement de cette commune rurale située à environ 80 km de Kaya. Nous sommes au Sanmatenga. Sous la direction du guide spirituel Cheikh Alidou Sana, les fidèles musulmans ont vécu l'islam à travers cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet. C'est un grand jour pour nous car c'est l'histoire de la vie du prophète qui sera enseignée aux fidèles musulmans. Le prophète était un homme bon et rassembleur. Il prônait le pardon et l'amour. Nous allons donc prier pour la préservation de ces valeurs, pour l'union et l'entente entre frères, pour un monde meilleur. Pour la 8e fois à Dablo, la communauté musulmane a rendu grâce à Dieu. Prière, lecture du Coran, louanges et bénédictions. Ce jour béni a été une occasion pour le cheikh Alidou Sana de prier pour la concorde et la paix sociale au Burkina Faso. Nous invitons les musulmans à prier pour la paix durable au Burkina Faso. Les Burkinabés doivent savoir aussi que l'avenir de ce pays dépend d'eux. Chacun, où qu'il soit, doit travailler pour le respect des idéaux de la nation. Acceptons-nous les uns les autres pour une cohésion sociale et durable dans notre pays. La recherche de la paix est toujours d'actualité. C'est un défi que doit relever les Burkinabés, dira le guide spirituel de Dablo qui appelle au pardon et à l'acceptation de l'autre. Bref, Cheikh Alidou Sana demande au peuple du Faso de cultiver l'amour pour un Burkina où il fera toujours bon vivre.
À l'étranger, la France envisage le retrait de ses troupes au Mali dès mars prochain. Elle estime que c'est aux Africains et aux Maliens d'être les garants de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Mali. L'opération Serval mobilise en ce moment plus de 4000 hommes et devrait à terme atteindre 7000. François Hollande a confirmé ce mercredi que les soldats français resteraient le nid de savourer sa liberté retrouvée après 10 mois d'occupation des qui sont qualifiés donc pour la finale de la Cannes 2013. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous pour tout à l'heure la lecture du compte rendu du Conseil des ministres. C'est tout de suite après ce journal. Merci.